Pierre Cabane. Qui était Édouard Manet? Un paradoxe vivant. Cet homme qui était nourri des maîtres voulait être un jalon de plus dans la tradition. Et les circonstances ont fait qu'il est devenu un révolutionnaire et un chef de bande de ce qu'on appelait à l'époque, d'une manière péjorative, les novateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il l'a dit lui-même d'ailleurs, j'ai fait ce que j'ai vu. Or, ce qu'il voyait, non seulement les autres ne le voyaient pas, mais ils ne voulaient pas le voir. Ils ne voulaient pas le voir parce que Manet représentait le quotidien. Il représentait la vie le plus simplement et le plus naturellement possible. Et si l'on compare, si l'on rapproche la peinture de Manet de celle des salons de l'époque, de ces grandes compositions mythologiques, de ces nus allongés sur des divans profonds, ou bien au bord d'une grève, ces allégories, ou ces scènes quelquefois de reconstitution historique ou patriotique, on s'aperçoit que Manet est aux antipodes de ce qui était le confort visuel de l'époque. Et il est évident que ce confort visuel, il ne pouvait que le bousculer, et il ne pouvait que déclencher contre lui les provocations et les révoltes, car ce n'est jamais le peintre qui est un provocateur, ce sont les autres qui sont provoqués. Et quand la foule se moque de ces toiles, quand la critique raille l'Olympia, le balcon, le déjeuner sur l'herbe, il raille justement ce peintre qui est allé à l'opposé de ce confort visuel dont je parlais tout à l'heure, de cette sécurité de l'œil. C'était à la sécurité de l'œil que Manet portait atteinte. Et sa peinture est une sorte de dérèglement, justement, opposé à cette sécurité, opposé à ce confort visuel. Il bousculait les règles que je mettrais volontiers entre guillemets, parce qu'elles ne méritent pas davantage. Eh bien, tout simplement, Manet a remplacé le sujet, si flatteur ou si exaltant qu'il soit, par la peinture. Avec Manet, on peut dire que commence la peinture pour la peinture. Édouard Manet est né le 23 janvier 1832. Dans quel milieu social? Oh, dans le milieu social le plus grand bourgeois de Paris. Son père était un très haut magistrat. Lui-même a été élevé très bourgeoisement. Et rien ne le prédisposait à être un chef de bande. Il a été très jeune pilotin sur un navire qui a fait le tour du monde, et il a appris peut-être là ce que c'était qu'une certaine aventure. Et puis, quand il est devenu peintre, tout naturellement, il a continué, si on peut dire, à respecter ce que le milieu social d'où il venait respectait. C'est par la suite que brusquement, les autres se sont mis à croire que sa peinture les agressait. Alors Manet, qui était aussi peu préparé que possible pour cela, est-ce qu'il avait été élève de Couture, de Thomas Couture, à l'école des Beaux-Arts? Or, Thomas Couture, c'était l'auteur de ce grand navet qui s'appelle « Les Romains de la décadence » et qui déshonore la grande salle du Palais d'Orsay. Alors, tout en lui, tout pour lui, le prédisposait à être le continuateur de cette peinture du confort visuel. Sa vocation fut-elle immédiate? Oui, puisque quand il est entré dans l'atelier de Couture, c'est qu'il voulait être peintre. Seulement, il ne sera pas le peintre qu'il souhaitait qu'il fût, et que son milieu social souhaitait qu'il fût aussi. En 1848, il avait essuyé un premier échec à l'examen d'entrée à l'école navale, je crois. Oui, mais il est devenu ensuite pilotin sur
sur un navire. Pour l'Amérique du Sud. Monde, oui, oui. Il écrivait à sa mère des lettres d'ailleurs assez étonnantes, car Manet ne parlait jamais d'art. Mais dans ses lettres, et en particulier dans les lettres à sa mère, des Verports où il faisait escale, il y a des notations écrites qui sont déjà des notations de peintre. Au musée du Louvre, dès 1850, il copie les maîtres. Vers qui va son intérêt? Oh ben vers les Espagnols, vers Velázquez, le peintre des peintres, comme on dit, vers ceux qui représentaient pour lui la tradition véritablement la plus complètement vouée à la peinture. Car si l'on regarde, par exemple, les Ménines de Velázquez, qu'il découvrira plus tard lorsqu'il allait à Madrid, eh bien, il se rendra compte que la peinture, c'était la touche, c'était la matière, c'était la couleur, c'était tout ce qui fait que, en dehors du sujet, il se passe quelque chose d'absolument miraculeux, si on peut dire, et qui transcende les formes et les couleurs à une peinture qui est véritablement faite de la peinture. Et c'est là la grande leçon des maîtres chez Manet. Quelles sont les figures dominantes de l'époque où Manet entre dans la peinture? Ben vous savez, il y a le couple, si j'ose dire, Ingres de la Croix, couple qui ne cessait de se faire des scènes de ménage, et puis il y avait aussi Courbet. Courbet, c'est le grand peintre des novateurs, c'est le maître du réalisme, c'est celui qui a mis dans sa peinture, en dehors du sujet justement, ses qualités de peinture, ses qualités matiéristes de peinture, qui font qu'au fond il était très attaqué de son vivant. Sa rencontre en 1857 avec Fantin-Latour est-elle importante? Oui, elle est importante parce que Fantin-Latour lui présente au Louvre Berthe Morisot. Et Berthe Morisot va tout de suite fasciner Manet, d'abord parce que c'est une jolie femme et que Manet apprécie les jolies femmes, et ensuite parce qu'elle a beaucoup de talent, un talent très, très féminin, mais au sens élevé du terme, un talent subtil, délicat, plein de nuances. Et Manet va la faire figurer dans le balcon, avec le peintre Guillemet et deux autres personnes, et puis surtout, il fera cet admirable portrait qui est l'un de ses chefs-d'œuvre de la femme au ruban noir. C'est le portrait de Berthe Morisot, où Valérie disait que les rubans de son chapeau se mêlaient aux mèches de ses cheveux. En 1863, Édouard Manet peint Le Déjeuner sur l'herbe. Et il est refusé au Salon. Il est refusé au Salon alors qu'en 1861, on avait accepté le Guitarrero. Le Déjeuner sur l'herbe est refusé. Et tellement de toiles sont refusées que les artistes protestent, la critique aussi, bon, et finalement Napoléon III, dans sa grande mansuétude, décide qu'il va y avoir un salon des refusés. Et ce salon des refusés va être la grande rigolade de l'époque. Les gens y vont pour rire. Et ils rient le plus fort possible devant le Déjeuner sur l'herbe. Le Déjeuner sur l'herbe cause un énorme scandale. Pourquoi? Il représente une chose très simple. Une femme nue est assise dans une clairière de forêt avec deux messieurs habillés à côté d'elle. Au fond, une deuxième personne qui a conservé sa chemise fait une trempette dans l'eau. Pourquoi ce scandale? Parce que, encore une fois, Manet peint ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu, c'est une scène d'un réalisme tout à fait banal, comme Courbet en avait peint, c'est-à-dire une scène réelle. Une scène qui n'a pas de rapport avec la mythologie, qui n'a pas de rapport avec l'allégorie ou tel autre thème exaltant des salons, mais qui est tout simplement une chose vue. Et cette chose vue, on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'admettre parce qu'elle est trop simple, elle est trop banale, elle est trop quotidienne. Elle heurte la sécurité
du public qui s'appuyait justement sur des choses qui l'exaltaient. La présence du nu, tout de même, le modèle féminin, il n'est pas tellement familier dans la réalité. Mais c'est un nu banal. C'est un nu tel que cela aurait pu se passer tout simplement dans une clairière de forêt entre gens qui aiment rire ensemble. C'est ce qu'on n'admettait pas. On n'admettait pas que ce fût réel, que ce fût naturel. On voulait absolument que le nu soit autre chose qu'un nu, qu'il soit une belle femme épanouie, dans des attitudes généralement sensuelle, exaltante, alors que cette femme est tout simplement tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est une femme qui s'est déshabillée, peut-être après une partie fine ou avant qu'elle eut lieu avec ces messieurs, et puis c'est tout. Et cette scène banale, eh bien, ne pouvait pas être admise. Elle était trop naturelle. Est-ce qu'on peut parler du modèle féminin donc, qui est utilisé par Manet dans ce tableau et qui sera à nouveau utilisé plus tard pour l'Olympia? C'est Victorine Meurent. Victorine Meurent a été le modèle féminin que Monet a le plus souvent représenté, puisqu'elle pose également pour l'Olympia, et elle posera de très nombreuses fois pour ses toiles. C'est évidemment à la fois son modèle préféré et son ami. Dans les années où Manet peint le déjeuner sur l'herbe, il est offusqué parce que souvent on lui parle de Monet et on le confond avec Monet. Et il se trouve que le même Claude Monet peindra en 1866 un autre déjeuner sur l'herbe. Oui, mais ça c'est le plein air. Or, Manet, lui, ne s'intéressait pas au plein air, il ne s'intéressait pas au paysage. Le paysage que l'on voit dans le déjeuner sur l'herbe n'est pas un paysage, c'est un décor. Et Degas dira plus tard que c'est après avoir vu le déjeuner sur l'herbe de Monet que Manet s'est intéressé au plein air. Et c'est vrai dans un sens, car le problème n'était pas le même pour Manet que pour Monet. Monet s'intéressait surtout à l'insertion de figures dans la lumière. La lumière, dans le déjeuner sur l'herbe de Monet, vient caresser de ses reflets ces femmes qui sont en plein air, leurs robes, leurs ombrelles, etc. C'est un problème de résonance de la lumière. C'est pas du tout le problème de Manet. Le problème de Manet, lui, c'est une scène naturelle dans un décor et presque une scène d'atelier. Car le déjeuner sur l'herbe, qui est fait d'après une gravure de Raymondi, d'après lui-même, d'après Raphaël, est tout simplement une scène d'atelier. Et pour Monet, c'est une scène de plein air. Comment fut accueilli l'Olympia au salon de 1865? Très mal. Champfleury écrit à Baudelaire « Comme un homme qui tombe dans la neige, Manet a fait un trou dans l'opinion publique. » C'est encore une fois la provocation à la sécurité du regard dont je parlais. Or, cet Olympia est un nu merveilleux. Qualifié d'odalisque au ventre jaune par un imbécile, mais il n'empêche que c'est un des plus beaux nus de l'art français. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'un nu. Parce qu'il n'est qu'un nu peint. Il a beau y avoir un petit chat au fond, une négresse à peine visible d'ailleurs qui apporte un bouquet de fleurs, ce nu est une espèce de coulée de peinture, d'une admirable texture de peinture, d'une admirable qualité de couleur, de ton, de nuances, quelque chose qui vaut par cette sensualité de la pâte dont Manet est l'un des maîtres. Et il y a dans l'Olympia quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est le petit lacet noir qui est autour du cou de Victorine Meurent et qui apporte un élément d'érotisme indéniable à cette sorte de chair épanouie qui est là, qui s'offre à nous et dont nous ne comprenons pas quand nous sommes en 1865, que c'est véritablement l'un des plus beaux morceaux de peinture du monde qui nous est offert.
On a parlé de femmes vertes peintes avec des pinceaux à vaisselle. Oui, on a dit des choses les plus abominables qui existent sur l'Olympia. Et cette Olympia a continué à choquer lorsqu'elle a été exposée à la rétrospective Manet en 1932. Cette Olympia qui est entrée au Louvre plus de 20 ans après avoir été peinte, grâce surtout aux efforts extraordinaires de Claude Monet, et surtout parce que Clémenceau, qui était alors président du Conseil, l'a imposée. Cette Olympia, c'est véritablement le scandale permanent de la peinture. Parce que le scandale permanent de la peinture, c'est la peinture elle-même pour ceux qui ne comprennent rien et qui ne voient rien.